Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui m'intéresse beaucoup en ce moment, les robots tondeurs. Et plus précisément, on va tester les robots tondeurs Works, l'Android Vision Cloud. Cette vidéo, vous vous en doutez, elle est réalisée en partenariat avec Works. Et comme d'habitude, l'idée, c'est pas de faire une vidéo catalogue ou une publicité déguisée. L'objectif, c'est vraiment de faire une revue concrète sur le terrain et surtout de vous aider à comprendre si ce type de robot tondeur peut vraiment avoir du sens ou non chez vous par rapport à vos jardins respectifs. Parce que, on va pas se cacher, un robot tondeur sur le papier, c'est toujours hyper séduisant. On se dit qu'on va gagner du temps, qu'on n'aura plus besoin de sortir la tondeuse tous les 4 matins, qu'on pourra garder une pelouse qui sera propre toute la saison et enfin arrêter de passer ses week-ends à tondre. Mais dans la vraie vie, un jardin, c'est pas toujours une pelouse qui est parfaitement plate, qui est bien rectangulaire avec zéro obstacle. Et également parfois aussi une wifi qui couvre pas tout le terrain. Donc justement dans cette vidéo, je vais essayer de répondre à toutes ces questions qu'on peut se poser de manière très concrète pour être sûr que ces robots tondeurs peuvent être utiles. Déjà, comment se fait l'installation? Est-ce que c'est vraiment simple? Comment justement de A à Z concrètement on installe ce genre de robot tondeur? Est-ce qu'un robot tondeur sans fil périphérique c'est vraiment plus pratique qu'avec fil périphérique? Est-ce que la technologie Vision Cloud apporte quelque chose de concret par rapport à ce qui se faisait avant? Est-ce que le robot arrive à gérer les bordures et les obstacles de manière efficace? Et surtout également, est-ce qu'il vaut mieux choisir un modèle 2 roues motrices ou un modèle 4 roues motrices? L'avantage, vous voyez, dans cette vidéo, c'est que j'ai deux modèles avec moi. Donc, on va vraiment pouvoir s'amuser et faire des tests. Juste ici, j'ai le WR330E, qui est un modèle 2WD, donc 2 roues motrices. Il est prévu plutôt pour des surfaces jusqu'à 3000 m². Et à droite, j'ai le modèle WR344E, qui est un modèle, lui, 4WD, donc 4 roues motrices. Et lui, il est prévu plutôt pour des surfaces jusqu'à 4000 m². Et surtout, il est pensé pour des terrains un peu plus complexes, avec plus de pentes, plus de relief. On va le voir à l'usage. L'idée, c'est pas de vous faire une revue séparée des deux robots, parce que ce serait déjà trop long et pas forcément très utile pour vous. L'idée, c'est plutôt de vous présenter la gamme Vision Cloud dans son ensemble, de vous montrer l'installation, l'application, la cartographie, les tests terrain, et ensuite de bien vous expliquer dans quel cas le 2WD suffit, et dans quel cas le 4WD devient vraiment intéressant. On commence cette vidéo par un unboxing. Dans la boîte, on retrouve le robot, la station de charge, l'alimentation, les accessoires de fixation, les lames, la documentation et les éléments nécessaires à la mise en route. Première impression, les robots, ils font sérieux, ils ont l'air costauds, on voit que c'est du sérieux. Le WR330E, c'est déjà un beau bébé avec ses grandes roues arrière, son bloc caméra à l'avant, son bouton d'arrêt d'urgence qui est bien visible et son module de coupe des bordures. Le WR344E, il donne une impression encore plus tout-terrain. On voit tout de suite que c'est pas juste une version plus grosse du robot, on voit qu'il y a 4 roues motrices, un châssis articulé, une conception qui semble vraiment pensée pour garder l'adhérence quand le terrain devient un peu plus compliqué. Et ça c'est important parce que le bon choix ne dépend pas seulement de la surface du jardin, il va également dépendre aussi de la pente, du relief, de la régularité, du terrain bien entendu, et du niveau de contrainte que vous allez imposer au robot. Avant de rentrer vraiment dans la technique, il y a un gros avantage sur cette gamme Vision Cloud dans l'ensemble, c'est qu'il n'y a pas de fil périphérique à installer. Sur beaucoup de robots tondeurs classiques, il fallait passer un câble tout autour de la zone à tondre. Donc ce câble, il servait à dire au robot, tu peux tondre ici, mais tu ne dois pas dépasser cette limite. Le principe fonctionne, il fonctionne encore aujourd'hui, mais l'installation, elle peut vite devenir pénible. Il faut faire le tour du terrain, contourner les arbres, les massifs, les bordures, les zones interdites, parfois enterrer le câble, parfois le fixer avec des cavaliers, et puis si le câble est coupé plus tard, il faut retrouver la coupure. Donc sur un petit jardin simple, ça peut encore se gérer de cette façon-là, mais sur un grand terrain ou un jardin avec plusieurs zones, ça devient vite une vraie contrainte. Ici, l'idée de Works, avec leur gamme Vision Cloud, c'est justement de supprimer cette étape. Le robot, il va se repérer grâce à plusieurs technologies combinées, 3 exactement. Le RT Cloud, la vision par caméra et le VSLAM. Works appelle ça leur système Tri5. Pour faire simple, le robot, il se base pas sur une seule information. Déjà, le RT Cloud, juste ici, il permet d'avoir une localisation précise. Et en plus, il n'y a même pas besoin d'installer une antenne RTK locale dans le jardin, contrairement à d'autres robots tondeurs que j'ai pu tester dans le passé. Ensuite, on a la vision qui permet au robot de percevoir l'environnement avec ses caméras. Et enfin, on a le VSLAM qui lui permet de cartographier et de localiser le robot dans son environnement en se basant sur ce qu'il voit. L'intérêt, c'est que le robot, il fait pas que deviner son environnement, il va l'analyser, il va le reconnaître et il va construire une carte. Il va vraiment adapter sa trajectoire en fonction de ce qu'il repère. C'est un point qui est hyper important parce que sur ce type de produit,
La vraie valeur, c'est pas seulement de couper de l'herbe. La vraie valeur, c'est d'avoir un robot qui comprend correctement la zone dans laquelle il va travailler. On va maintenant passer à l'installation de ces robots. Le premier point, c'est l'emplacement de la station de charge. C'est primordial, puisque même s'il n'y a pas de fil périphérique, il faut quand même bien réfléchir à l'endroit où vous allez installer la base. Je vous conseille de l'installer sur une zone assez plate, accessible pour le robot, proche bien sûr d'une alimentation électrique et surtout avec une connexion Wi-Fi qui est correcte. Et ça, c'est un point que je veux vraiment clarifier parce que je me suis posé moi-même la question lorsque j'ai commencé à faire mes différents tests. Les modèles que je teste ici, ils ont bien de la 4G. Mais cette 4G, déjà, elle est incluse gratuitement à vie, donc ça c'est super, il n'y a pas besoin de payer d'abonnement en plus pour cette partie 4G. Mais attention, ça ne veut pas dire qu'il y a de la 4G et que la Wi-Fi ne sert à rien. La Wi-Fi, elle reste importante, elle reste même indispensable, j'ai envie de dire, notamment pour la programmation du robot et la connexion avec la base pour justement faire toutes les mises à jour en continu. La 4G, elle va plutôt servir à prendre le relais dans certaines situations, notamment quand le robot il va travailler sur des grandes surfaces et que le radio link qui est intégré va commencer à atteindre ses limites de portée. Donc, si jamais vous voulez installer votre base très loin de la maison et que votre Wi-Fi ne va pas jusque-là, il faudra obligatoirement prévoir un répéteur Wi-Fi ou alors une autre solution pour amener le réseau jusqu'à là-bas. C'est obligatoire d'avoir de la Wi-Fi pour installer la base. Ça, par exemple, c'est exactement le genre de détail qui peut vous éviter de perdre du temps le jour de l'installation. Croyez-moi, j'en ai fait les frais. Donc mon conseil, il est assez simple. Avant de fixer définitivement la base, vérifiez que le Wi-Fi passe correctement à l'endroit en question. Et puis surtout, installer la base directement à son emplacement définitif avant, bien sûr, de faire la cartographie, puisque c'est un peu bête de configurer le robot près de la maison pour capter le Wi-Fi, puis de déplacer la base beaucoup plus loin ensuite, puisque la base fait partie de la logique de retour, de charge, de repérage du robot. Donc, il faut vraiment en partir proprement dès le début. Bon, allez, on va passer à l'installation. Pour installer la station de base, c'est très simple. Idéalement, il faut trouver un terrain plat. Alors moi, je vais faire le test du robot 4 roues motrices sur la partie la plus accidentée de mon terrain. Il est vraiment défoncé de partout, il y a des bosses, il y a plein de caillasses. Donc c'est vraiment horrible. Hein. Idéalement, vous n'avez pas le même terrain que moi. Sauf que moi, je suis en travaux et je viens de faire un gros terrassement. Donc, j'ai pas encore pris le temps de rendre le terrain propre. Mais donc, c'est parfait. On pourra vraiment mettre la misère au robot. Là, l'idée, j'ai trouvé un petit endroit où c'est assez plat. Donc, je mets mon socle. Ensuite, on a les vis et tous les accessoires qui vont bien pour fixer le socle correctement au niveau du terrain. Derrière, on a cette partie-là qu'on va venir raccorder hop, directement à notre socle. Ça s'emboîte. Voilà. Ensuite, on a une rallonge avec du câble, pas mal de longueur, c'est pratique pour aller jusqu'à l'intérieur. On va pouvoir brancher le bloc, raccorder ces deux parties juste là. Hop, ensuite je visse et on a installé notre station de base. Donc voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Ensuite, on va pouvoir mettre le robot et passer à l'installation de l'application et ensuite faire toutes les cartographies. Une fois que la station est bien positionnée, on passe à l'application. Et là, l'idée, c'est vraiment de rendre l'installation rassurante. L'application Works, c'est hyper didactique. On a juste à ajouter le robot, on scanne le QR code, on le connecte, on suit les étapes et en quelques clics, le robot est prêt à être paramétré. Ce que je trouve important ici, c'est que l'installation de base est pensée pour être rapide. On va vraiment installer la station, on a juste à la poser au sol, mettre les petites fixations, on va la brancher, on rajoute le robot dans l'application, on lance la configuration, puis ensuite on passe à la cartographie. C'est pas une installation qui demande d'être technicien ou de passer une journée entière à tout comprendre. Et je pense que c'est un gros point positif pour beaucoup de gens, puisque quand on achète un robot tondeur, on a franchement surtout envie d'être rassuré. On a envie qu'il fasse le job, qu'il tonde pour nous, mais c'est galère, on n'a pas envie de se prendre la tête plus que ça. Donc nous, on veut savoir si on va pouvoir l'installer soi-même, si l'application est compréhensible, si on va pas se retrouver bloqué au bout de 10 minutes et si le robot va vraiment être prêt à fonctionner rapidement. Donc voilà, ça c'est un point que j'ai validé de mon côté lorsque j'ai fait les tests. Bon, maintenant on arrive au point central, la cartographie. Sur cette gamme, on peut faire une cartographie soit automatique, soit une cartographie manuelle. Une fois donc que la station de base est bien installée, on lance la cartographie. On a le choix entre cartographie automatique ou cartographie manuelle. De mon côté, je vais mettre en manuel parce que le terrain, c'est vraiment Bagdad. Ensuite, je guide le robot jusqu'au point de départ. J'appuie sur point de départ et ensuite, je peux tracer l'ensemble de ma cartographie. Donc là, pour le premier test, je fais faire l'ensemble du terrain sur le côté gauche du chemin. Une fois que la cartographie est terminée, pour la terminer, il faut que le robot retourne au point de départ. Comme ça, après, on appuie tout simplement sur fait. Et donc, la cartographie est terminée et le robot arrive à s'orienter dans l'espace. On peut ensuite modifier cette première cartographie en venant rajouter des chemins. Si par exemple, on aurait voulu faire passer le robot du côté gauche au côté droit, on aurait pu faire un chemin entre les deux terrains. On peut rajouter des zones interdites si vous avez une piscine, un parterre de fleurs,
fleurs, d'autres choses que vous voulez tout simplement pas tondre, bah, vous pouvez venir rajouter ces zones interdites, soit directement vous les dessinez à l'écran, soit vous prenez le robot et vous faites le tour de la zone interdite. Après voilà, le système est hyper simple. Une fois que la cartographie est lancée et que vous avez indiqué toutes les zones que vous souhaitez, mais ensuite on peut venir commencer la tonte et vous réglez ensuite la tonte, la hauteur de tonte souhaitée entre 70 et 35 mm. Et après voilà, vous laissez le robot faire sa vie. Et après il y a plein de paramètres que vous pouvez venir faire pour programmer les tontes également si vous le souhaitez. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Finalement, c'est hyper intuitif. On suit les indications qui sont indiquées à notre écran et après on laisse le robot travailler tout seul. Donc la cartographie automatique, c'est, on va dire, le plus simple. Donc c'est si jamais vous n'avez pas envie de vous prendre la tête. Le robot, en gros, il va utiliser sa vision et ses capteurs pour détecter l'environnement autour de lui. Il va par lui-même repérer les limites visibles, les obstacles qu'il considère infranchissables, les bordures, les zones où il ne peut pas aller, et il va créer progressivement une sorte d'enclos virtuel dans le robot hein, à l'intérieur. Donc par exemple, s'il arrive près d'une bordure, d'un mur, d'un escalier ou d'une zone qu'il ne peut pas franchir, je vous dis n'importe quoi, il va l'interpréter comme une limite de zone. Et à partir de là, il va créer automatiquement sa carte. Bon, l'avantage de cette cartographie automatique, c'est que c'est rapide et assez simple. Vous avez juste à lancer le mapping, le robot il va observer son environnement, et il va ensuite construire la zone de tonte. Maintenant, il faut comprendre un point important. En mode automatique, le robot, il va forcément prendre une marge de sécurité. Il va devoir anticiper ses demi-tours, ses mouvements, et il va devoir éviter de venir frotter le robot contre un mur, contre une bordure ou un obstacle. Donc, à savoir, selon la configuration du jardin, le robot va parfois garder une marge un peu plus importante sur certaines zones. C'est normal, il va tout simplement vouloir se protéger lui-même en tant que robot, et il va également protéger votre jardin pour éviter les contacts qui sont inutiles. Mais du coup, voilà, il faut le savoir, c'est pas parfait en fonction de ce que vous voulez. Alors que la cartographie manuelle, elle permet d'aller un peu plus loin parce que vous allez vraiment pouvoir guider le robot et définir plus précisément les contours, les zones d'exclusion et bien sûr gérer les chemins entre plusieurs parties de votre jardin. Et pour moi, ça c'est une vraie force parce que au final, dans la vie, un jardin, ça va évoluer. On va pouvoir ajouter un massif, on va pouvoir installer un potager, peut-être qu'on va déplacer un salon de jardin en cours de route, on crée une nouvelle zone, ou alors à l'inverse, condamner une partie, soit temporairement, soit de manière permanente. Donc l'avantage, c'est qu'avec la cartographie numérique, on n'a pas besoin de refaire toute une installation physique avec un câble. On va pouvoir ajuster la carte directement dans l'application. Voilà par rapport à la partie cartographie. Et également, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on peut très bien passer de la cartographie automatique à la cartographie manuelle. Si jamais vous voulez lancer en cartographie automatique, puis ensuite vous voyez un endroit où la partie automatique fait pas exactement comme vous voulez, ou alors vous voulez vraiment que ça aille contre la bordure, ben vous reprenez la main en manuel, comme ça vous faites frôler à fleur le robot avec votre mur ou votre bordure en question, et vous pouvez vraiment créer votre zone comme vous l'entendez. Les deux ne sont pas incompatibles, ils se complètent. Maintenant, parlons de la tonte. Ces robots, ils peuvent tondre avec des trajectoires soit parallèles, soit avec une tonte un peu plus naturelle. La tonte parallèle, en gros, ça donne un résultat plus propre visuellement. Le robot va suivre des lignes plus structurées, ce qui donne un rendu plus net, plus régulier, avec un effet de pelouse, on va dire, mieux entretenu. La tonte plus naturelle, quant à elle, elle est beaucoup moins géométrique, mais elle peut être adaptée à certains jardins ou tout simplement à certaines préférences. Ça, c'est vraiment personnel. Moi, perso, ce que je trouve intéressant avec ce type de robot, c'est qu'on n'est plus seulement sur une tonte aléatoire où le robot va se balader un peu partout jusqu'à couvrir la zone. On est vraiment sur une tonte plus organisée, avec une logique de trajectoire, de cartographie et surtout d'optimisation du passage. Après, voilà, il faut rester réaliste. Un robot tondeur, c'est pas fait pour attraper une prairie de 30 cm de haut. Donc, si votre jardin, c'est Bagdad, il faut d'abord bien le gérer avant de laisser le robot faire son boulot. Donc, également, ça c'est pareil pour tous les robots, ils sont beaucoup plus performants s'ils passent régulièrement. Leur intérêt, c'est de couper un petit peu, mais souvent, pour garder justement une hauteur d'herbe qui est stable dans le temps. Donc encore une fois, si votre pelouse elle est trop haute, trop humide, trop irrégulière ou pas du tout entretenue depuis bien trop longtemps, il faudra probablement faire une première tonte classique avant de lancer le robot dans des bonnes conditions. Je préfère le dire, même si c'est du bon sens. Là, ce qui m'épate vraiment, c'est que malgré le terrain qui est vraiment accidenté, c'est vraiment, il n'y a rien qui est droit, il y a des cailloux partout, il y a des pierres. Enfin, je vous souhaite vraiment pas d'avoir le même terrain que moi. Ce sera beau à terme, mais il faut que je vienne rajouter de la terre végétale et que je fasse un vrai niveau. Mais malgré le terrain qui est vraiment pas en bonne santé, et ben, le robot arrive quand même à bien à naviguer. Donc ça, c'est chouette. On n'aura jamais un bon rendu dans tous les cas parce qu'il n'y a pas encore de gazon, il y a des mauvaises herbes. Donc le rendu sera pas beau, mais le robot fait son taf. Donc ça, franchement, je suis assez impressionné. Je pensais pas qu'il arriverait aussi bien à naviguer, surtout
au niveau des petits fossés et au niveau des bosses. Donc là-dessus, c'est validé de mon côté. Je vous dis ça et pour autant, j'ai testé un autre robot. D'ailleurs, j'avais fait la revue sur la chaîne qui était le M5 d'une autre marque. Allez voir d'ailleurs si vous voulez faire des comparatifs. Et j'avais testé le même robot donc sur ce terrain-là et c'était impossible de le faire naviguer. Après, ouais, c'était déjà un 2 roues motrices et pas aussi perfectionné que le robot, la 4WD de chez Works. Mais du coup, ouais, j'étais un peu craintif. Je m'étais dit que le terrain, il aurait été trop compliqué même pour un robot en 4 roues motrices. Et finalement, là, c'est une bonne surprise. Donc ça, c'est chouette. Après, ça va pas m'empêcher de refaire propre le terrain. Dans tous les cas, il faut que je sème du gazon pour avoir ensuite un bon rendu. Parce que déjà, le premier point, c'est tondre. Mais ensuite, deuxième point, c'est tondre du vrai gazon ou de la vraie herbe et pas des mauvaises herbes comme ce qu'il y a actuellement. Ce que je vous propose, c'est d'aller faire un tour de l'autre côté de la maison. J'ai aussi du terrain et on va aussi voir pour aller peut-être sur le terrain du voisin parce qu'il y a des petites pentes. Donc comme ça, on pourra faire des tests et on va les tester et mettre en œuvre le 2WD, le 2 roues motrices. Le terrain de l'autre côté est quand même beaucoup moins accidenté. Même s'il y a de la pente, il y a beaucoup moins de fossés et de bosses et il y a de la vraie herbe et pas des mauvaises herbes. Donc on aura un meilleur rendu esthétique normalement que juste là. Là, la cartographie est terminée. On a cartographié jusqu'en haut du chemin. La tonte a démarré. Maintenant, il n'a plus qu'à bosser. Sachant qu'il y a quand même pas mal de pentes. On passe désormais à un point que je trouve important qui concerne les bordures. Parce qu'un robot tondeur, c'est super bien. Mais si derrière, il faut passer le coupe-bordure partout pendant une demi-heure, l'intérêt devient un peu plus limité. Sur les deux modèles que j'ai avec moi, il y a le module qu'ils appellent Cut to Zero. Ça permet en gros de couper très près des bordures jusqu'à environ 2 cm. Et donc ça, c'est un vrai point fort de ces deux robots, mais il faut bien comprendre comment ça fonctionne. Comme je vous disais tout à l'heure, lorsque vous faites votre cartographie lors de l'installation, si vous la faites de manière automatique, le robot parfois il va prendre une marge de sécurité et il va être à 5 cm d'un mur ou d'une bordure. Pourquoi? Parce qu'il doit être capable de se retourner sans risquer de frotter un mur, encore une fois, une bordure, un escalier ou un obstacle. Donc, dans certaines configurations de jardin, il ne faut pas forcément aller systématiquement à 2 cm de toutes les bordures. Il faut parfois prendre une marge un peu plus large, par exemple autour de 5 cm si la zone elle est plus risquée ou alors si la zone est moins claire pour lui. Et ça donc c'est important de le dire parce que certains utilisateurs vont pouvoir se dire à l'usage, on m'annonce une coupe à 2 cm, mais en fait chez moi il reste beaucoup plus que 2 cm en termes de bordure. En réalité donc c'est pas un défaut, c'est juste le robot qui a pris sa marge de sécurité par rapport à la configuration du jardin, encore une fois lorsqu'il est en mode automatique. Donc voilà, ça c'est vraiment l'astuce que je vous donne. Si jamais vous voulez bien gérer les bordures, passez en cartographie manuelle. Et puis aussi bien sûr, il y a la conception du jardin qui va jouer énormément dans la propreté des bordures. Si par exemple votre pelouse elle arrive au même niveau qu'une terrasse, qu'une allée ou qu'une bordure plate, le robot il pourra s'approcher beaucoup plus facilement et bien gérer la bordure. En revanche, si vous avez un mur, des pierres qui sont complètement irrégulières, une bordure qui est très haute, un angle fermé, un grillage ou même un obstacle X ou Y proche de la zone de coupe, il restera forcément une petite finition à faire à la main. Et donc, c'est pas propre au robot, hein, c'est juste une limite physique de tous les robots tondeurs. Donc, voilà. En gros, si vous voulez tirer le meilleur d'un robot tondeur, il faut aussi penser le jardin pour le robot, avec des bordures propres, des transitions au même niveau, des passages qui seront dégagés et des obstacles, idéalement, le moins possible et qui sont identifiés. Donc justement, maintenant, on va parler des obstacles et de la sécurité. Dans un jardin, il y a toujours des choses qui peuvent traîner. 40 000 exemples en tête, ça peut être une chaise, un ballon, une balle de tennis, un pot de fleurs, une branche, un outil, une peluche, si vous avez des gamins, parfois même un animal qui passe, si vous avez des heureux animaux. Et donc là, l'intérêt de la technologie Vision Cloud, c'est justement la reconnaissance de l'environnement. Et c'est donc là qu'il y a, selon moi, une différence importante entre certains systèmes qui se basent sur le LiDAR. En gros, pour la faire simple, un LiDAR, ça va surtout détecter des distances et des formes. Le LiDAR, il va interpréter un volume, une géométrie, un obstacle. La vision avec IA, que comportent ces deux robots, elle a une approche différente. L'idée, en gros, c'est que le robot, il va pas se contenter seulement de voir s'il y a quelque chose devant lui, il va plutôt chercher à reconnaître ce qu'il a devant lui. Par exemple, si le robot, il voit un ballon de foot, il va comprendre que c'est un obstacle temporaire. À l'inverse, s'il voit un élément permanent, comme une statue, un arbre ou un objet fixé dans le jardin, il va l'intégrer dans sa carte. Et donc cette logique, je la trouve intéressante parce que le robot, finalement, il ne fait pas que détecter une forme, il va vraiment chercher à comprendre l'objet et adapter son comportement. Et donc, comme il y a de l'intelligence artificielle dans ces robots et des mises à jour, la reconnaissance peut aussi évoluer dans le temps. Donc ça, c'est top, parce que c'est un point important pour la sécurité, notamment si vous avez des enfants, des animaux, ou tout simplement un jardin qui vit. Après, je veux quand même être clair sur un point, même avec une détection intelligente, je conseille
pas laisser volontairement plein d'objets dans la pelouse parce que le travail sera un peu moins bon, hein, tout simplement. Donc, à mon avis, si vous mettez un robot, le bon réflexe, c'est d'essayer de garder un jardin relativement dégagé avant de lancer une tonte. Finalement, c'est un peu comme avec un aspirateur robot à l'intérieur d'une maison, je ne sais pas si vous en avez. Plus l'environnement il va être clair, plus le robot il va bien travailler, tout simplement. Et évidemment, on ne laisse pas un robot travailler autour d'un jeune enfant sans surveillance. Même si la sécurité le permet, même si le système du coup il est conçu pour détecter et réagir, un robot tondeur ça reste un outil qui coupe, donc à mon avis là-dessus il faut juste garder un peu de bon sens. On va maintenant comparer les deux modèles que j'ai ici. Faire un petit comparatif pour savoir quel robot peut vous correspondre le mieux. Ici, j'ai le WR330E qui est un 2WD. Il est prévu pour des surfaces jusqu'à 3000 m². Il va disposer déjà de beaucoup de choses, du double caméra, du VSLAM, du RTK, de la connectivité Wi-Fi, Radiolink et 4G. Et il a également un module phare LED et un module Code to Zero pour les bordures, comme je vous disais tout à l'heure. Donc c'est déjà un robot qui est hyper complet. Pour moi, c'est un modèle qui correspond à beaucoup de jardins classiques. Quand je dis jardin classique, je vais parler plutôt d'un terrain qui est, on va dire, plutôt accessible, pas trop pentu, pas trop accidenté, avec des zones qui sont assez claires, des passages qui sont suffisamment larges, et en gros, une pelouse qui ne met pas constamment le robot en difficulté. En gros, la limite annoncée pour la gamme de WD, c'est 30% de pente. 30% de pente, c'est déjà pas rien, hein. Mais donc, si votre terrain, il est vraiment pentu, il est irrégulier, humide, bosselé, avec des zones dans lesquelles un robot peut perdre de l'adhérence. Alors là, le WD, il peut peut-être finir par montrer ses limites. Et donc, pour moi, c'est à ce moment-là que le WR344E, juste à droite, devient intéressant. Donc, le WR344E, c'est le modèle 4WD. L4000, donc il est prévu pour des surfaces jusqu'à 4000 m², hein, ça commence déjà à être vraiment du costaud. Ce robot, il dispose également de la double caméra, du VSLAM, du RTK, du Wi-Fi, du Radiolink, de la 4G et du phare LED et du Code to Zero, hein, ça fait pas mal de choses. Mais donc la grande différence, c'est qu'il a 4 roues motrices et un châssis articulé. Et là, ça change vraiment la logique d'utilisation, puisque 4 roues motrices, ça veut dire donc plus d'adhérence. Et puis le châssis articulé, ça veut dire une meilleure capacité à suivre les variations du terrain. Et en termes de pente, la pente maximale annoncée monte jusqu'à 84%. Donc là, on est vraiment pas sur un petit bonus, on est sur un robot qui est pensé pour les jardins compliqués. Si vous avez une maison à la campagne, un terrain avec des pentes, des reliefs, des zones moins régulières, des passages un peu plus techniques, ou une pelouse qui devient glissante quand elle est humide, alors là, le 4WD, pour moi, il a beaucoup de sens. Donc en gros, ma lecture, si je dois simplifier, finalement, elle est assez simple, vous allez voir. Si vous avez un grand jardin qui est plutôt plat et bien structuré et qui fait moins de 3000 m², le WR330E, il est probablement le bon choix. C'est le choix, on va dire, le plus rationnel. À l'inverse, si vous avez un terrain plus difficile avec de la pente, des reliefs, des zones irrégulières ou une vraie contrainte d'adhérence, alors là, le 4 roues motrices devient un peu plus cohérent. Et je trouve que c'est important de ne pas choisir uniquement en fonction du modèle le plus cher ou du modèle le plus impressionnant, parce que finalement, un robot tondeur, il faut le choisir comme un outil. On ne choisit pas automatiquement le plus gros, on va choisir vraiment celui qui correspond au terrain. Ça sert à rien de payer plus cher si jamais c'est overkill. Si votre jardin il est simple, le 2WD c'est déjà très complet. Par contre, si votre jardin met un robot en 2 roues motrices en difficulté, alors là, le 4 roues motrices, il peut éviter pas mal de frustration. Je veux aussi vous parler d'un détail que je trouve intéressant, c'est les batteries. Sur ces robots, on retrouve l'écosystème des batteries Works. Si vous suivez la rénovation du cœur de ferme que je rénove du coup de A à Z depuis maintenant 2 ans, vous verrez au fait que 90% du temps, j'utilise des outils de chez Works, hein, que ce soit ma perceuse, mon perfo, ma scie sauteuse, ma scie circulaire. J'ai toute la gamme de chez Works et donc forcément c'est pratique parce que j'ai les mêmes batteries qui sont compatibles entre le robot et les outils. L'autre avantage, j'y pense, c'est que la batterie, elle peut être retirée et elle peut du coup soit être chargée sur un chargeur Works compatible, mais aussi l'avantage de la retirer, c'est pratique, notamment pendant l'hiver. Le robot, lui, pas de problème, il peut rester dehors, mais il est quand même conseillé de retirer la batterie et de la mettre à l'intérieur pendant l'hiver pour la protéger lorsque le robot ne fonctionne pas. Et puis bien sûr, hein, encore une fois, ça c'est du bon sens, mais si jamais vous avez d'autres outils de la même gamme, bah, ça vous évite à chaque fois de racheter plein de batteries. Vous achetez les outils en nu et ça coûte moins cher si vous avez du coup des batteries qui peuvent fonctionner pour tous les autres outils. C'est pratique dans le temps et pour faire des économies. Autre petit détail, c'est sur le côté esthétique et sur la distribution. Si jamais vous n'êtes pas fan du orange qui est assez flashy hein, chez Works, c'est assez reconnaissable, eh bien il existe des versions Black Edition en édition limitée sur Amazon, notamment sur la gamme 2 roues motrices pour des jardins de 400 à 600 m². Donc c'est des versions qui sont full black, qui sont beaucoup plus sobres visuellement. Je vous mettrai les liens en description vers les différents modèles dont je vous parle, avec à chaque fois les références exactes des modèles, parce que selon les éditions, les équipements inclus peuvent varier. Autre chose, il y a aussi parfois des périodes de promotion.
notamment pendant des opérations Amazon comme Prime Day ou les Brain Week Works. Donc si jamais vous regardez cette vidéo au moment d'un temps fort commercial, pensez tout simplement à vérifier les liens parce que il peut y avoir des offres intéressantes selon les modèles. Donc si vous pouvez faire quelques économies, c'est toujours ça de prix. Maintenant, en gros, si je devais résumer les gros points forts de cette gamme Vision Cloud, je dirais qu'il y en a 5. Le premier, c'est l'absence de fil périphérique. Pour moi, c'est le gros avantage. Sur un grand terrain, ne pas avoir à poser un câble tout autour du jardin, c'est vraiment un gain de temps et surtout beaucoup plus de flexibilité si ensuite votre jardin évolue. Le deuxième avantage, c'est l'installation qui reste hyper accessible. On a juste à installer la base, on connecte le robot à l'application, on suit les étapes sur le portable et on peut rapidement passer à la cartographie. Le troisième avantage, c'est justement la cartographie intelligente. On peut soit faire un automapping pour aller vite, ou justement passer par une cartographie manuelle pour gagner en précision, notamment, comme je vous disais, sur les zones complexes ou les bordures. Le quatrième avantage, c'est la reconnaissance de l'environnement. Le robot ne va pas se contenter seulement de détecter une distance, il va s'appuyer sur la vision, sur le BISLAM et sur l'intelligence artificielle pour mieux comprendre ce qu'il a autour de lui. Et enfin, le cinquième avantage, c'est la vraie différence entre un 2 roues motrices et un 4 roues motrices. Le 2 roues motrices, c'est pas juste, encore une fois, un petit modèle, il est adapté à un usage hyper concret, des jardins plus ou moins grands, classiques. Et le 4 roues motrices, c'est pas juste un modèle, on va dire, plus premium, ça va vraiment répondre à une contrainte précise, les terrains qui sont plus complexes, plus pentus, et plus irréguliers. Donc à l'inverse, il y a quand même des points à garder en tête avant d'acheter un robot tondeur parce que ça reste un investissement. Le premier point, c'est le Wi-Fi. Même si les modèles WR330E et WR340E ont de la 4G incluse, il faut quand même prévoir une bonne connexion Wi-Fi au niveau de la base pour l'installation, la programmation et les mises à jour. Encore une fois, si votre base est trop loin de la maison, prévoyez un répéteur Wi-Fi ou une solution de réseau adaptée. Le deuxième point, c'est la carto. Même si l'automapping est super pratique, il ne faut pas hésiter à passer justement en manuel si vous voulez un résultat plus précis, notamment autour des bordures ou des zones sensibles. Donc il y a un peu de travail, mais c'est très limité. Et le troisième point, c'est les bordures. Le Code to Zero, il permet d'aller très près des bords, jusqu'à du coup environ 2 cm, mais le résultat, il dépendra toujours de la configuration de votre jardin. Donc si le robot, il doit prendre une marge de sécurité, il le fera. Et donc, parfois, vous allez devoir faire quelques retouches à la main. Mais vous gagnerez quand même beaucoup de temps. Et le quatrième point, c'est les obstacles. La détection intelligente, elle est hyper intéressante, mais elle ne va pas remplacer le bon sens. Donc, vous dites pas, ça y est, j'ai mon robot, c'est full automatique. Plus le jardin il est propre et dégagé, mieux le robot va pouvoir travailler. Et également, j'ai un cinquième point, c'est le choix du modèle. Voilà, juste ça, c'est important. Ne choisissez pas seulement en fonction de la surface qui est annoncée. Regardez bien aussi votre terrain, la pente, le relief, la qualité du terrain, les passages étroits, les bordures, les zones potentiellement compliquées. Ça va vous permettre de déterminer si un 2 roues motrices suffit ou si un 4 roues motrices est plus pertinent dans votre cas. Donc pour conclure, je dirais que ces RoboWorks, l'Android Vision Cloud, il s'adresse surtout aux personnes qui veulent automatiser l'entretien de leur pelouse sans s'embêter avec l'installation d'un fil périphérique. Si jamais donc vous avez un petit jardin très simple et que ton ne vous dérange pas, c'est pas forcément indispensable, à part si vous voulez vous amuser et que vous aimez la technologie. Par contre, si vous avez un jardin plus ou moins grand ou moyen et que la tonte devient une vraie contrainte, que vous voulez gagner du temps, que vous cherchez une solution plus intelligente et plus flexible qu'un robot avec un câble, alors là, la proposition devient vraiment hyper intéressante. Le WR330E, c'est pour moi du coup un choix logique pour un grand jardin classique. Et le WR344E, c'est le choix qui est le plus cohérent si votre terrain il est plus pentu, plus irrégulier ou plus compliqué. Donc en gros, si vous hésitez entre les deux, posez-vous juste une question très simple. Est-ce que mon terrain risque de mettre un robot en difficulté? Si la réponse est non, vous pouvez partir sur 2 roues motrices. Et après, vous faites en fonction de la surface de votre jardin. Je vous mettrai les liens en bas. Et si la réponse est oui, alors partez sur un 4 motrices, ça aura tout son sens sur le long terme. De mon côté, je vais continuer à les utiliser dans le temps parce que le vrai test d'un robot tondeur, c'est pas seulement le premier jour, la première semaine, le premier mois. Ce qui compte, ça va être la régularité de la tonte, la fiabilité de la cartographie, la gestion des bordures, le comportement après plusieurs cycles, après plusieurs mois et la capacité à s'intégrer dans un vrai quotidien avec le paramétrage, les programmations et autres. De mon côté, je suis preneur. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà un robot tondeur et si vous avez un modèle avec fil périphérique ou pas, la typologie de votre jardin, la marque du robot tondeur, ça m'intéresse encore une fois d'en savoir plus sur ce sujet-là. Donc, partageons tous les renseignements pour que toute la communauté puisse être aidée. De mon côté, encore une fois, je vous mets tous les liens vers ces robots. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre tout simplement dans les commentaires. Et puis, j'espère que la vidéo aura pu vous être utile. Ce qu'il faut retenir, c'est que c'est de la super qualité. C'est pas pour rien d'ailleurs que c'est le robot qui est le plus vendu en France
depuis plus de 5 ans. La gamme de chez Works, ils ont explosé grâce à leurs robots et on le voit, hein, c'est des, on va dire, visionnaires en termes de technologie et de conception de ces robots-là. Donc je trouve que c'est un beau travail et je vais pouvoir du coup moi profiter un peu plus du temps que je passais avant pour tondre, pour faire d'autres choses, parce que mine de rien j'ai un gros chantier à finir et j'ai encore beaucoup de boulot. C'est tout pour moi, prenez soin de vous, gardez la forme, gardez le smile et comme d'hab, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.